Robert, s'il te plaît, si tu peux nous rappeler dans quelles conditions tu as pris la décision de réaliser ce très beau film. Alors, si vous voulez, moi, c'est une histoire qui m'a fortement marqué quand j'étais très jeune, en fait, hein, je devais avoir 12 ans ou 13 ans, enfin, je ne sais plus. Et c'est vrai que la dernière lettre de Manouchian m'avait d'autant plus touché avec de cette phrase en particulier, quand il dit je n'ai pas de haine pour le peuple allemand, en fait. Et vous savez, le hasard total, ma mère est allemande, en fait. Et mon père arménien, donc. Donc, une fiction en plus de tout sur ce personnage, sur la fiche rouge, etc. J'avais une espèce de sentiment comme ça. Si je veux le dire en riant avec une formule boutade, j'ai l'impression que ça réconciliait mon père et ma mère, en fait. Voilà. En plus de la portée universaliste, en fait, de ce message. Voilà. C'est-à-dire de considérer les gens pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, en fait. Voilà. C'est une leçon que je crois jamais oubliée. C'est-à-dire qu'à partir de cette lettre que donc j'ai lue très jeune, j'ai été, je veux dire, c'est presque un principe qui probablement guide ma vie, en fait, depuis. Voilà. Cette simple phrase de quelqu'un qui, sous les balles, dit « Je ne déteste pas le peuple allemand ». Et je me souviens que Karajan, donc, j'ai très très bien connu, il m'a beaucoup, c'est celui qui a le plus collaboré avec moi, j'ai passé des après-midi entières avec lui pour me donner comme ça des idées, des sentiments d'ailleurs, parce que et Karajan me disait toujours, après je faisais exprès quand je connaissais bien pour le taquiner, je disais mais quand même, là que vous avez tué des Allemands, il réagissait toujours très mal, il disait j'ai jamais tué un Allemand, j'ai tué des nazis. Il n'y a pas d'Allemands, j'ai pas tué d'Allemands, j'avais mes camarades allemands, je m'entendais très bien avec eux, j'avais des Allemands qui étaient dans la résistance avec moi, bon, etc. Toujours cette susceptibilité théorique, en fait, de dire bon, non, c'est pas les Allemands, c'est les nazis. Et Karajan m'a effectivement beaucoup apporté, enfin, dans l'écriture du film, et surtout parce que il avait une chose exceptionnelle, hein, Karajan, c'est-à-dire que dès qu'il souriait, on voyait le jeune homme qu'il avait été, quoi. Il était avec ses cannes, alors qu'il disait toujours qu'il courait extrêmement vite quand il était jeune. Il était toujours avec ses cannes et effectivement il avait un sourire magnifique, magnifique, voilà, très très beau. Et il m'a raconté pas mal d'histoires donc, qui se retrouvent dans le film. Alors pourquoi j'ai fait ce film à ce moment-là? C'est probablement parce que j'ai pensé que de temps en temps il faudrait qu'un événement fasse remettre en lumière en fait. Hein. L'histoire, le temps passe, donc les choses s'oublient. Y compris les grands exemples, comme ça, je veux dire aussi universel que ce que je viens de dire, ce que j'avais ressenti, il faut les remettre en lumière. Donc il y avait évidemment eu le poème d'Aragon, 11 ans plus tard, dit-il, hein, je veux dire, il y avait eu la chanson de Léo Ferré qui avait repris le poème d'Aragon, qui avait aussi fait beaucoup. Il y avait eu un film, mais un film c'est-à-dire je sais pas comment dire, plus arty, quoi, plus auteur, plus autoriste un peu de Franck Cassetti, mais que j'avais aimé, hein, qui avait été fait dans les années 80, et donc il me semblait qu'il fallait faire quelque chose pour entretenir en fait le souvenir aussi. Bon, un film c'est important, donc j'ai essayé de faire un film le plus d'ailleurs lumineux possible, et je suis aujourd'hui ravi de l'avoir fait, parce qu'effectivement je crois qu'il faut sans cesse réanimer, particulièrement à ce moment d'ailleurs peut-être, cet esprit que vous qualifiez de résistance pour aller vite. On sait de quoi on parle en disant ça, hein, de justice sociale, d'internationalisme, d'antiracisme, etc. Voilà. Donc j'ai fait le film vraiment dans ce but-là, un but absolument... je me suis presque passé la commande du film, en fait, voilà. J'ai dit, il faut le faire, je vais le faire, on y va, on va chercher... Et c'est vrai qu'en cherchant, je ne vais pas parler trop longtemps, mais en cherchant le financement du film, bon, c'était assez, ça n'a pas été très difficile, mais parce que les films précédents avaient fonctionné et tout ça, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et c'est vrai que j'avais été d'autant plus renforcé dans ma conviction qu'il fallait le faire, que en cherchant du financement, je faisais très bien, j'ai appelé Canal, le directeur de la fiction à Canal, que je lui parlais en lui parlant de l'affiche rouge, et je me suis aperçu au bout d'un quart d'heure au téléphone qu'il ne savait pas de quoi je parlais. Alors que pour moi c'était évident.
Donc déjà, c'est un type, évidemment, c'est un type intelligent, intellectuel, etc., qui devait avoir 35, 40 ans quand on a fait le film. Il n'avait jamais entendu parler en fait, de l'affiche rouge. Et j'ai depuis d'ailleurs rencontré pas mal de monde, de gens, je pense, par exemple, Lavergne, vous savez, cet acteur dont on parle pas mal aujourd'hui, même Benjamin Lavergne, qu'on voit pas mal assez souvent, qui est un très bon acteur, qui a la comédie française, etc., qui joue dans un fanfare, qu'on a produit d'ailleurs par ailleurs, dont on est producteur, dont on est très fier. M'avait dit, à Tour de Porte, il me dit, mais j'ai entendu parler pour la première fois de cette histoire en voyant le film. Voilà. Et j'étais ravi il y a quelques semaines, de voir qu'il était, si on va chercher en vidéo à la demande le film, il est classé dans les films d'action. Ce que je trouve pas mal du tout. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui, quand je regarde ce film, ils disent, bon, il y a des explosions, il y a des bagarres, il y a des histoires d'amour, il y a etc. Machin. Ils vont regarder, ils tombent sur ce film-là, avec tout ce que le film raconte, donc, à part ces moments d'action, etc. Donc je pense que ça va. Voilà, il faudra que peut-être dans 10 ans ou 15 ans, quelqu'un fasse quelque chose sur cette histoire, la raconte d'une autre manière. Et quand j'ai fait ça, ça m'a entraîné. Je vais arrêter après, parce que je suis un peu bavard, mais. Ça m'a entraîné une série de. Il y a eu plusieurs livres, il y a eu un livre sur Thomas Ehlek, il y a eu un livre de Denex sur Manouchian, il y a eu plusieurs. Il y a eu de mal de dessiner. Ça a lancé quand même quelque chose. Et quelque chose qui d'ailleurs ensuite, je me souviens très bien au comité pour la panthéonisation, on était avec l'historien qui m'avait conseillé, voilà, avec Péchanski, avec Denis Péchanski qui était très 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 actif dans le comité de panthéonisation de Manouchian. Voilà en quelques mots pourquoi j'ai fait ce film. Je vais laisser la parole à Georges Dupuy peut-être. Je crois qu'ils ont beaucoup de projets. Il est le président des Amis du musée de la Résistance à Champigny. Et lui aussi, il fait un travail remarquable pour la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont été jusqu'au sacrifice de leur vie pour la liberté et la libération de la France. Merci. Moi, quand j'ai vu le film de Robert pour la première fois, eh bien, j'ai ressenti exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire que c'était un film d'action, mais c'était aussi un film qui mettait en valeur le rôle des étrangers dans la résistance. Et dans la période où nous vivons, c'est extrêmement important. C'est Manouchian qui est enterré au Panthéon. Mais le fait qu'à l'entrée du caveau, il y ait une plaque qui rappelle les 23 noms des fusillés, plus Olga Banchik qui a été guillotiné, mais les 23 noms des fusillés du 21 février, et qu'on y a rajouté un 24e nom. J'avoue que moi qui suis fils de Polonais, parce que je suis un fils d'immigré, qu'on le veuille ou non, je suis un fils d'immigré, et bien que le nom de mon père soit maintenant au Panthéon, et que Emmanuel Macron, dans son discours, ait dit que on n'a pas pu tous les faire rentrer, mais le fait qu'ils aient leur nom, c'est comme s'ils y étaient, ben je peux vous dire que le fils d'immigré que je suis en est très très fier. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'un certain nombre de reproches ont été faits au film de Robert. Parce que il prend un certain nombre de libertés avec la chronologie. Ce qui ne change rien à la réalité. C'est que tous les faits qui sont dedans sont vrais. Exemple, je vais n'en prendre qu'un seul, parce que je pourrais en prendre je ne sais combien, un seul. On voit Manouchian et mon père est arrêté autour d'une piscine. Bon, or c'est pas vrai. Ils ont été arrêtés au bord de la Seine. Bon, à Évry-Petit-Bourg. Mais il n'empêche que le fait que ça soit autour d'une piscine, ben c'est être proche de la réalité. Et dernier petit point qui me semble important, le travail des Allemands sur les filatures. C'était extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas quand on repérait quelqu'un. On n'arrêtait pas, on le suivait pour voir ses autres liaisons. Et c'était un travail énorme, un travail de fourmi. Et ça,
c'est ce qui a permis à la police d'arrêter un grand nombre de résistants de la fiche rouge au moment après l'exécution de Oberg. Un autre petit détail qui m'a frappé, moi, Henri Krasuki n'a pas été arrêté dans cette filature. Il a été arrêté au mois de mars. Et cette filature est du mois de novembre. Mais il y a un fond de vrai quand même. Parce que Henri Krasuki, bon je dis pas, c'est l'ex-secrétaire de la CGT, Henri Krasuki a été déporté à Auschwitz. Et il y a retrouvé Simon Reilman. Et il l'a pris sous sa coupe. Et si Simon est revenu de déportation, c'est grâce à Henri Krasuki. Donc, il y a un tas de choses qui ne sont pas à leur place. Il y a un tas de choses qui ne sont pas tout à fait... Mais c'est l'histoire vraie quand même. C'est l'histoire vraie parce que les événements se sont produits à un moment ou à un autre. Et ça, c'est... Et on en avait besoin à ce moment-là, et on en a encore plus besoin aujourd'hui. Je suis surpris aujourd'hui du nombre de fois où je suis invité dans les établissements scolaires pour venir parler de la résistance. Et je le dis à Robert aussi, je suis surpris, parce que le film, je l'ai accompagné en faisant de nombreux débats. Je suis surpris qu'aujourd'hui, eh bien, ça recommence. Ça recommence. Et je suis sollicité, j'ai déjà été sollicité à plusieurs reprises pour faire des débats après le film. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il est toujours d'actualité. Et effectivement, la lutte des étrangers pour la liberté de la France et la lutte contre le racisme, eh bien c'est toujours d'actualité. Je crois, Georges, que vous avez un projet au musée d'exposition. J'ai appris ça. Nous avons un projet qui s'appelle Les étrangers dans la résistance et qui part du groupe Manouchian et de mon père. C'est un projet que nous avions depuis 3 ans. Il devait être fait pour la panthéonisation. Par contre, le manque de moyens financiers nous a obligés à le retarder. Et là, nous allons le faire cette année. Il sortira fin 2027. Je crois que c'est en septembre 2027. Pour une raison toute simple. Et c'est important. Le sujet du concours national de la résistance et de la déportation de cette année, c'est les étrangers dans la résistance. Donc, tout veut qu'on sorte cette exposition temporaire. Elle sera temporaire, mais elle sera consacrée aux étrangers. Et c'est le rôle du musée de la résistance. Nous nous appelons le musée de la résistance nationale, et non pas le musée national de la résistance, parce que c'est la résistance sur le territoire national. Et c'est toute la résistance, quel que soit l'engagement des gens qui résistaient, gaullistes, communistes, socialistes, syndicalistes, athées, n'importe qui, mais ils se battaient tous pour les mêmes valeurs. Et ces valeurs sont toujours des valeurs d'aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et face à certaines contre-vérités qui sont assénées par le Rassemblement national ou Zemmour, je crois qu'il y a besoin de continuer ce travail sur les valeurs de la résistance. Alors, Yves, ça fait maintenant des années qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là, et il est auteur d'un ouvrage d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc je te laisse la parole pour donner ton sentiment. Merci Edmond. Alors, je ne suis pas vraiment l'auteur d'un ouvrage sur la sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un ouvrage qui rassemble une quarantaine de témoignages de résistants, dont évidemment Henri Carayan, Jacques Arian par exemple, et qui classe les interviews par évidemment la progression chronologique, le thème également. Et donc c'est un ouvrage qui leur donne la parole. Parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, on avait fait un film avec un jeune cinéaste, que peut-être vous connaissez, M. Lédiguian, qui s'appelle Vincent Goubet. Son film, je crois qu'il était allé vous voir, son film s'appelle Faire quelque chose, et c'est un film de 53 minutes, je crois, et on avait interviewé beaucoup de gens, puisqu'ils étaient encore là, heureusement, à ce moment-là.
mais dans le film, évidemment, on était très frustrés de pouvoir simplement donner la parole à quelques-uns. Or, le livre permet, sur, je ne sais pas, 600 pages, quelque chose comme ça, de leur donner largement la parole. Donc, moi, je n'ai fait que organiser la parole de ces gens-là, et bon, je suis assez heureux d'avoir pu le faire, parce que, mais, comme disait Henri Carayan, toujours, il disait « Moi, je ne veux pas parler pour moi, je veux parler pour mes camarades. » Et donc, eh bien, moi, je leur donne la parole. C'est tout. Par ailleurs, je voudrais dire que l'association que je représente, l'association de défense des valeurs de la résistance, Georges Duveau-Epstein parlait des valeurs, hein, ça c'est vraiment un terme incontournable quand on parle de la résistance. Je dirais qu'elle a été créée par un monsieur qui était le secrétaire général adjoint du Conseil national de la résistance, Robert Chambéron, qui était un ancien du cabinet de Pircotte au moment du Front populaire, et surtout, ça c'est une parenthèse, mais lorsqu'il a créé cette association, il nous a dit, eh bien, il faut que nous soyons, puis ensuite que vous soyez, parce qu'il était très âgé à ce moment-là déjà, que nous soyons et que vous soyez des passeurs de mémoire. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. On est là pour ça ce soir, pour passer cette mémoire de la résistance, du courage de ces gens qui se sont battus pour que nous soyons aujourd'hui libres, qui se sont battus aussi pour que la France d'après la guerre soit meilleure que celle d'avant, pour que puisse se faire, même s'ils n'en étaient pas individuellement conscients, ce fameux programme du Conseil national de la résistance qu'on essaie de défendre bec et ongles. Aujourd'hui, c'est difficile, et il est grignoté régulièrement. Et eh bien, je voudrais dire que si nous essayons par des conférences, par des projections, par des présentations de films, de passer la mémoire, ou par des rencontres avec les élèves auxquels vous participez, bien sûr, eh bien, je crois que le film de Robert Guédiguian est un beau moment pour passer la mémoire aussi. Malgré peut-être toutes les critiques qu'on peut faire, parce que vous avez arrangé un certain nombre de choses, mais qui passent bien justement, et qui passent aussi auprès des jeunes. Et je crois que ça, c'est très très important, parce que nous faisons des actions pointillistes plutôt, et ici et là, mais nous n'avons pas un aussi large public. Et vous, votre film, M. Guédiguian, c'est un film grand public. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il a déjà quelques années, mais il est toujours actuel. Et donc, la mémoire, vous la passez, je dirais, de façon prolongée, peut-être permanente. Et d'ailleurs, vous seriez bienvenu à l'association de défense des valeurs de la résistance, puisque nous faisons le même travail différemment, mais nous nous complétons. Voilà ce que je voulais. Et puis, peut-être, je voudrais juste ajouter quelques petites choses. L'année dernière, au lycée Louis-le-Grand, à Paris, qui est un lycée prestigieux, une salle, et pas n'importe laquelle, le foyer des élèves, a été appelée salle Thomas Hellec. Et ça me semble très très important, qu'on parle aussi des autres membres du groupe, bien sûr, Manouchian. Les autres, on en parle d'une façon indirecte, mais c'est bien aussi que de temps en temps, on pense à l'un ou à l'autre plus particulièrement, parce qu'ils sont tous des gens extrêmement courageux. Je voudrais, si je peux, sans abuser de la parole, évoquer la famille Fontano. Spartaco Fontano, qui apparaît dans le film, et puis qui est connu. Puis Spartaco, c'est pas n'importe quoi comme prénom, hein, bien sûr. Spartaco Fontano était d'une famille du Frioul, une famille italienne, communiste. Et il a été fusillé, bien sûr, avec ses camarades du groupe Manouchian, on le sait. Mais quelques mois avant, avait été fusillé un autre Fontano. Enfin, Fontanotte, peut-être pour les Italiens, c'est plutôt, ils tiennent au Fontanotte. Un autre de ses, un cousin de Spartaco, qui s'appelait Nerone, qui était un jeune de la MOI, qui a été fusillé aussi. Et puis, quelques mois après Spartaco, un autre de ses cousins, Jacques Fontanotte, a été fusillé aussi. Je crois que c'était en juin 1944 qu'il a été fusillé. Et, je dirais, encore pire que cela, pour évoquer le courage de cette famille, de ces gens, les Fontanotte, qui étaient des émigrés, qui sont venus pour fuir le fascisme. Eh bien, pendant toute la guerre, la famille Fontano, dans son pavillon à Nanterre, a caché les archives du Parti communiste italien. C'était une bombe extraordinaire, ça, hein, quand même, et puis, qui pouvait évidemment faire beaucoup de dégâts.
Je crois que... Alors, l'année dernière, nous avons, quelques jours après la cérémonie au Sénat, nous avons, nous, ADVR, consacré une séance à cette famille Fontanotte. Une famille dans la tourmente de la guerre et de la résistance. C'était avec l'association France Frioul, parce que nous sommes toujours très très contents de pouvoir travailler avec d'autres associations, avec la Société d'Histoire de l'île de Nanterre, parce que la famille Fontanotte habitait à Nanterre. Et puis nous avons fait ça évidemment, puisqu'ils étaient d'origine italienne, au pavillon de l'Italie, à Cité Universitaire. Mais bon, je crois que de temps en temps, ouvrir un petit peu les pages qui concernent les autres acteurs, je crois aussi que c'est important. Hein. De toute façon, tous ont été importants. Le groupe, c'est un groupe. C'est pas Manouchian seul, c'est pas Fontanotte seul, c'est pas Thomas Elec seul, c'est tous. Voilà. Je voudrais juste rajouter une brique, juste un petit truc, pour montrer que tout c'est de l'actualité. Hier, à Gonesse, la ville de Gonesse, hier c'était le 19, non c'est le 18 avant-hier, bon peu importe, à Gonesse, la ville de Gonesse a inauguré la tribune de son stade qu'elle a appelée Rino della Negra. Donc, Rino della Negra, c'est un des fusillés de l'affiche rouge, enfin du groupe Manouchian, il n'était pas sur l'affiche, mais c'est un des fusillés du groupe Manouchian. Ça vous montre que il y a des gens qui y pensent encore, et il y a des gens qui défendent toujours ces mêmes. Merci de rappeler cette personnalité qui était un des joueurs de Spar du Restart, qui à l'époque était la grande équipe nationale, oui, enfin dans le championnat national. C'était une grande équipe et il y a en 2004, je crois, il y a eu une plaque qui a été inaugurée sur le stade Boer et une tribune porte le nom de la Negra. Voilà, donc voilà, les lieux de mémoire sont plus que symboliques. Ils nous rappellent des pages d'histoire que nous devons garder et transmettre. Je vais laisser la parole à Olivia Iragossian, qui est vraiment le futur de notre mémoire collective. Bah écoutez, déjà, merci beaucoup Edmond pour l'organisation de cette très belle soirée. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Mon discours à moi va être un petit peu de côté par rapport au vôtre, puisque la JAF n'est pas tant une association qui transmet la mémoire de la résistance, mais plutôt qui s'est emparée de l'histoire de ces résistants pour en faire quelque chose pour tourner vers le futur. Et il est vrai, et tu l'as dit à juste titre, la JAF est une association qui est née en 1945, qui est née de plusieurs mouvements issus eux-mêmes créés pendant la résistance, notamment l'UJPA, donc l'Union des jeunes patriotes arméniens, et également l'UJPA qui par ailleurs est née dans la clandestinité en 1942, et de l'UJGA, l'Union des jeunes gens arméniens. Et il est vrai que à la fois nous sommes nés de cette histoire-là de la résistance, avec des personnalités aussi marquantes que Henri Karajan dont vous parliez tout à l'heure, que Arsène Chakarian dont vous parliez également, mais aussi de Alexandre Constantinian et de Declan Voskerichian. Et l'idée aussi de la JAF à l'origine, c'est de pouvoir penser le futur. Et c'est une question qui est particulièrement importante, penser le futur, le penser par rapport à sa culture, par rapport à la transmission, par rapport au fait de pouvoir aussi faire vivre la culture arménienne, et pas une culture arménienne qui serait fantasmée, qui serait ancrée dans le passé, mais qui serait au contraire vivante, qui pourrait se nourrir des échanges avec l'Arménie, et pendant très longtemps l'Arménie soviétique. Et donc, l'action de la JAF, maintenant, a fêté ses 80 ans. On va bientôt entamer la 81e année. Et beaucoup parmi vous ont connu justement toute cette histoire-là, donc je pense que vous la raconterez bien mieux que moi. Par contre, il est vrai que cette question-là de Manouchian, de Méline Manouchian, de ces résistants qui ont contribué,
à structurer, à faire penser la manière dont on pouvait s'adresser à la jeunesse arménienne, dont on pouvait justement la faire évoluer sur 3 piliers justement qui font partie de notre ADN et qui sont toujours au cœur de notre ADN, c'est-à-dire la transmission de la culture pour les jeunes Français d'origine arménienne, le soutien à l'Arménie, et le 3e point, qui est tout aussi important, c'est la formation aussi à des valeurs citoyennes. La formation justement de jeunes citoyens français sur le territoire français, sur le territoire national, et c'est tout le fait d'avoir aussi pris ce nom de Jeunesse arménienne de France, qui n'était pas uniquement à but intracommunautaire, mais ouvert sur cette sur le territoire national. Et aujourd'hui, donc, nous avons fêté nos 80 ans avec mes camarades qui sont tous au fond de cette salle. Nos actions sont toujours les mêmes et sont toujours axées sur ces 3 piliers, donc que ce soit à Marseille ou que ce soit à Paris, à Issy-les-Moulineaux, à Clamart. Et nous accueillons toujours cette jeunesse, beaucoup d'enfants qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui continuent aussi à faire perdurer la culture arménienne et à la faire transmettre. Et là où le point est intéressant et où peut-être nous pourrons continuer le débat, notamment sur l'impact du film de M. Guédiguian, c'est surtout la question de finalement qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années d'histoire? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors que nous sommes dans une situation qui est particulièrement compliquée pour l'Arménie? Rappelons quand même qu'il y a toujours des otages en Azerbaïdjan, qu'il y a eu des sentences qui ont été prononcées cette semaine pour certains de nos compatriotes et qui n'ont pas nécessairement été pris non plus en charge par la communauté internationale. Je pense notamment à Jouben Vartanian. Une situation qui est compliquée du côté de la mère patrie et une situation qui est compliquée dans un contexte international où les menaces de guerre se font sentir au jour le jour et où on se retrouve aussi sur un territoire national où les mots, des mots utilisés dans votre film par ailleurs, les mots de rafle, les mots de... notamment les slogans Travail, famille, patrie sont réutilisés comme s'il n'y avait aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tout ça? Comment est-ce qu'on peut agir? Comment est-ce qu'on peut transmettre aussi, réfléchir l'action de la jeunesse arménienne en France, pas uniquement au sein de notre association, mais évidemment au sein de toute notre jeunesse, pour faire en sorte que ces principes-là, cette volonté-là, cette pulsion de vie finalement qui était demandée au sortir de la résistance puisse prendre forme. Alors, je n'ai pas de réponse véritablement à vous donner aujourd'hui. Ce serait beaucoup trop beau. Par contre, il est vrai que le fait d'avoir permis la panthéonisation, ce choix fort finalement du chef d'État et le fait d'avoir pu faire rentrer à la fois Missak Manouchian mais aussi ses camarades qui ont été fusillés au Mont-Valérien, c'est un moment qui nous permet aussi, ce sont des figures qui doivent nous servir de boussole dans nos actions, de servir de boussole dans la manière dont on va envisager le futur, dont on va transmettre la culture et dont on va former nos nouveaux citoyens ici dans ce centre, avec nos élèves, avec nos adhérents, avec nos membres, quelles que soient les actions que la JAF peut mener. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue non plus, mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi de savoir comment vous percevez l'impact aujourd'hui de ce film et le rôle qu'il peut avoir aujourd'hui dans les années qui viennent ou dans la situation actuelle. Moi, parce que ce discours s'inverse, c'est la question la plus difficile. Hein. Non, c'est parce que, bon, je veux dire, je suis dans un état de dépression absolue. Alors, je ne veux pas vous décourager tous, mais là, en ce moment, c'est vrai que ce qui se passe depuis un an ou deux n'est pas très réjouissant, parce que, et depuis une semaine ou deux, encore moins. Voilà, donc, j'ai évidemment pas d'autres idées que de
tout cas que d'en parler, que de citer les choses, que de montrer des exemples, que de prêcher, pour utiliser ce mot, par l'exemple, donc. Exemple de comportement personnel, bien sûr, les uns et les autres, mais aussi exemple en montrant des exemples, en les montrant, en les peignant, en les racontant en littérature, en les racontant au cinéma. Concrètement, comment tout ça peut refaire corps, en fait, je pense que ces idées-là, je crois que les idées donc, de la résistance, je me méfie même du mot valeur, parce que valeur est utilisée à tort et à travers toutes les 3 minutes par des gens qui ne les définissent jamais, ces valeurs-là. Voilà. Le travail, famille, patrie est repris par une candidate de droite que je connais très bien à Marseille, qui effectivement est d'origine arménienne, d'ailleurs. Pas d'origine, ses parents étaient vraiment arméniens, quoi. Bon, je la connais depuis très longtemps, je veux dire qu'elle est bizarre, ça, absolument. Participe de ma dépression, on va dire. Allez. C'est un élément de plus. Donc voilà, comment tout ça. Donc je crois que les idées existent, donc je ne dis pas les valeurs, je reprends mon fil. Les idées, donc ces idées-là de justice sociale, de liberté, d'internationalisme, c'est un mot qu'on n'utilise plus jamais. Bon, donc, il n'y a pas que la patrie, il y a aussi l'internationalisme. Bon, voilà. Ces choses, ces idées-là, je pense qu'elles existent toujours, moi, mais elles sont un petit peu comme. C'est un peu comme un cachet effervescent. Vous voyez, quand on met un cachet effervescent dans l'eau, toutes les molécules se dissolvent en fait. Donc, puis après, on boit ça, il n'apparaît plus le cachet. Voilà. Il faudrait que le cachet réapparaisse. Je crois qu'à l'état d'effervescence, ces idées-là existent, bien entendu. Elles n'ont pas disparu dans la société française, elles n'ont pas disparu chez les jeunes gens. Voilà, tous des idéaux, et des idéaux parfois de justice, de liberté, d'avenir de la planète, d'avenir donc en commun, etc. etc. Pour pas, je dis avenir en commun, pour faire le jeu de mots, mais parce que c'est le mot qui convient. Donc il faudrait que tout ça se ressoude, qu'on redevienne corps pour nous dire efficace. Voilà. C'est pour l'instant, c'est disséminé, c'est dissous donc, dans la société française. Voilà, on sait que ça existe, mais ça se manifeste à certaines occasions, certaines circonstances. Un conflit, une grève, un conflit qui se mène quelque part de manière particulière. À ce moment-là, on se dit, tiens, ça existe donc, ça existe toujours. Alors que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que ça a disparu. En fait. Je ne crois pas que ça ait disparu. Alors comment effectivement refabriquer un corps, ce que j'appelle un corps, et donc à partir de là redevenir extrêmement actif, de manière un petit peu plus efficace, je l'ignore, hein, je vous propose qu'il faut tous qu'on y réfléchisse ensemble, mais j'ai pas plus d'idées que vous de ce point de vue-là. Je vais laisser la parole au professeur Jean-Pierre Mahé qui va nous faire part de ses sentiments autour de ce sujet, qui, je sais, lui tient à cœur. Écoutez, je vais vous avouer que j'ai ici dans cette poche un discours que j'avais écrit ce matin, mais que je ne vais absolument pas lire et peut-être même pas répéter, parce que j'ai été rattrapé par l'émotion en voyant le très beau film de Guédiquian, de Robert de Guédiquian, qui est vraiment, qui nous fait revivre cette page d'histoire. Et j'ose à peine le dire parce que je suis entouré d'un témoin, du descendant d'un de ces héros, et puis de la mémoire en quelque sorte, et gardien de la mémoire de la résistance, et moi, évidemment, si je peux dire quelque chose, c'est au fond parce que je suis né en 1944, donc exactement un mois après la mort, après l'exécution ou l'assassinat du groupe Manouchian. Mais j'appartenais à une famille qui ne savait strictement rien de la résistance, ou alors ce que disaient des gens mal intentionnés, j'imagine, à l'époque, ou bien qui surtout n'avaient aucune idée de ce que c'était l'Arménie. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je dirais simplement que j'ai appris qui était Manouchian en Arménie, 4 mois après mon arrivée en Arménie soviétique, au début de 1976.
Et c'est une collègue de l'Institut des langues étrangères qui m'a dit, il y a une école d'orientation française, on va aller la voir. Et on est allé dans un endroit qui s'appelle Zeytoun, que tout le monde connaît, à Yerevan. Et l'école s'appelle École d'orientation française Missak Manouchian, 1 rue de la commune de Paris. C'est une adresse intéressante, n'est-ce pas? Et doublement symbolique, parce que, mais je ne pouvais pas m'en rendre compte. Bon, la commune de Paris, je savais un peu ce que c'était. Bon. Mais Zeytoun, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire, je ne savais pas que c'était le lieu d'une rébellion contre l'oppression ottomane, et que les Arméniens, évidemment, s'étaient soulevés d'une façon tout à fait héroïque, mais pour une fois, ils avaient été secourus par les Français, parce que Napoléon III avait décidé de faire pression sur le gouvernement ottoman. Et quand j'ai appris l'histoire de Manouchian, eh bien, c'est bizarre, cette histoire a commencé à travailler en moi. C'est-à-dire qu'elle a travaillé en moi parce que je me suis dit que, au fond, ça m'a rappelé des tas de souvenirs qu'on m'avait racontés quand même de cette période de la guerre. Alors j'en évoquerai un seul. Quelque temps après ma naissance, ma mère a été blessée accidentellement par le tir d'un très jeune soldat allemand qui jouait avec un fusil mitrailleur dans le métro. Et naturellement, le coupable est parti à toute vitesse et on n'en a jamais entendu parler. Et naturellement, ni mon père, ni mon grand-père n'avaient envie d'aller voir la commandanture à l'hôtel Lutetia pour leur parler de cette affaire. Donc, rien. Simplement, vous voyez, on est arrivé à un moment qui a précédé de peu les bombardements de la Chapelle, à l'hôpital de la Riboisière, où ma mère a été mise avec moi, parce qu'elle me nourrissait à cette époque. Et évidemment, c'est quand j'ai relu la lettre de Missak Manouchian, j'ai senti que, au fond, à deux doigts de la victoire, n'est-ce pas, le début de la fin, n'est-ce pas, annoncé par Manouchian, et que nous étions, et que nous étions, nous, tous ces Français qui ne savaient rien, nous étions redevables de ces martyrs. Vous voyez, c'est une chose qui m'a assez vite frappé. Alors, je suis rentré en France après 2 ans en Arménie soviétique. J'ai repris mon travail de professeur de latin à l'Université de Strasbourg et j'ai été ensuite nommé à l'Institut des langues orientales pour faire de l'arménien. Et alors là, tout a changé. Parce que moins de 3 mois après mon arrivée, Giraïter Thomasian m'a amené ici et je suis devenu un habitué des vendredis de l'UCFAF. Et à ce moment-là, j'ai eu la très heureuse surprise de rencontrer Henri Karayan, de rencontrer Arsène Tchakarian, de savoir que toute cette histoire était importante. Alors, je voudrais dire que pour quelqu'un qui est totalement étranger, au fond, à l'histoire au début, eh bien, voir un film comme celui-ci est doublement impressionnant. Doublement impressionnant. Premièrement, parce que vous avez parlé des enquêtes qui ont permis d'arrêter, des filatures. On a laissé les gens, on savait qu'ils étaient impliqués, mais on les a laissés pour surveiller et traquer leur fréquentation. En réalité, s'il y a une chose qui a été bien soulignée par le film de Péchanski et par le film de Guédikian, c'est que la police allemande n'aurait pas pu, ou bien les Allemands, l'armée allemande, n'aurait pas été capable de faire ça. S'il n'y avait pas eu
misérablement une collaboration zélée de la police française. C'est vraiment épouvantable qu'ils aient mis, comment dire, toute leur expérience, toute leur science policière au service d'ennemis étrangers et criminels. Et donc, ça jette à quelqu'un qui est pas étranger, mais français, si je puis dire, des deux côtés, un sentiment de culpabilité assez angoissant, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, l'autre point qu'on se pose forcément, quand on voit surtout cette action et tout le côté très, très humain du film, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été contemporain de ces événements? Est-ce que j'aurais été à la hauteur? Est-ce que j'aurais seulement reconnu qui étaient ces héros? Est-ce que j'aurais pu les connaître et les suivre? Encore, c'était une autre question. Et je crois que vous avez, les orateurs précédents l'ont dit, il faut maintenir la mémoire de ces faits, il faut même l'enrichir en parlant des différents membres du groupe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les sujets d'actualité intérieure parce que ça a déjà été bon. Mais moi, je pense que c'est aussi très important puisque j'ai connu, si je puis dire, Missak Manouchian en Arménie. Je pense que Missak Manouchian est très important en Arménie. Vous voyez, je suis allé il y a une dizaine d'années déjà, à l'époque, dans la région d'Idjevan, de Vanadzor. Et j'ai été invité par l'université et après j'ai discuté avec des enseignants et des enseignantes. Elles m'ont dit déjà à ce moment-là qu'elles étaient, c'est-à-dire que les gens étaient déjà, avaient déjà à se plaindre d'un harcèlement absolument azéri, que des gens franchissaient illégalement la frontière et venaient occuper des terrains qui n'étaient pas à eux, qui faisaient depuis toujours partie de la République arménienne, et qu'il fallait mener un combat, enfin, faire preuve de grand courage et de grande fermeté pour les repousser quotidiennement. Et donc, je pense que la mémoire d'une résistance aussi courageuse que celle que nous venons de voir, eh bien, c'est quelque chose qui est aussi utile en Arménie, et je suis sûr d'ailleurs qu'elle est très bien cultivée justement par le patronage, en quelque sorte, qu'exerce Manouchian sur cette école et probablement sur beaucoup d'autres choses. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est important, probablement, en effet, que nous maintenions cette mémoire dans la vérité en France et en Arménie. Je voudrais répondre un peu à ce que disait Olivier Guiragossion tout à l'heure. Que faire? Que faire? C'est une réponse partielle. Et allez voir les jeunes. Pourquoi je vais dans les lycées? Pourquoi je n'arrête pas? Je suis retraité, je pourrais rester tranquillement chez moi, à regarder la télé ou à lire des bouquins. Non, je vais dans les lycées et je vais discuter avec des jeunes. Tu le sais bien, on se retrouve avec Yves Blondeau, on se retrouve souvent, tous les ans, à Hélène Boucher, etc. Mais je vais dans toutes les classes. Et là, je rencontre des jeunes de tous les âges. Ils sont en troisième, ils sont parfois en CM2, ils sont parfois en terminale, et on discute de la résistance. Et c'est un moyen. Je n'ai pas dit que c'était le moyen, mais c'est un moyen. Et puis, moi, il y a quelque chose dans le film de Robert Guédiguian qui m'a frappé. On voit un flic se faire torturer. Sachez que c'était vrai. Il y avait au sein des brigades spéciales, ça c'est Denis Péchanski qui me l'a appris, il y avait
résistants infiltrés. Imaginez un peu ce qu'on leur demandait de faire. Ils pourchassaient les résistants et en même temps, ils donnaient des informations sur la résistance. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que tout le groupe Manouchian a été arrêté et la résistance a été au courant. La résistance a été au courant tout simplement parce qu'un de ces deux agents de police résistants avait établi une liste manuelle des gens qui avaient été arrêtés. Alors bien sûr, pas avec leur vrai nom, hein, c'est un truc dont on avait discuté tous les deux déjà. Petra dit dans le film qu'il cite les vrais noms. Non, ils ne se connaissaient pas leurs vrais noms, ils connaissaient leur pseudo. Mais Sophie a donné la liste de tous les gens qui ont été arrêtés. Et cette liste, je l'ai. Enfin, je l'avais, parce que maintenant elle est à Champigny au musée de la Résistance. Voilà. Et alors, je terminerai par ça, parce que c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important. Ne gardez pas vos archives. Ne gardez pas vos archives. Les musées en ont besoin. Parce que ces archives, c'est vrai qu'elles sont personnelles. Je veux dire, pour moi, ça a été très dur. Pour m'en séparer, j'ai mis plus de 10 ans. J'ai mis plus de 10 ans à réfléchir. Et puis un jour, j'ai franchi le pas. Mais il faut le faire. Les musées en ont besoin, pas pour eux, mais pour le montrer aux autres. Et ça fait partie des choses que... ça fait partie de ce qu'il faut faire pour que les nouvelles générations sachent ce qu'ont fait nos anciens et ce qu'ont fait les combattants. Je crois qu'effectivement les musées contribuent à passer, c'est toujours l'expression que j'ai employée tout à l'heure avec celle que nous avait transmise Robert Schubert, passer la mémoire. Et ça c'est très très important. D'autant plus que j'ai envie de terminer mon intervention là très brève avec une phrase d'Elie Wiesel qui me semble très très juste. La barbarie tue toujours 2 fois et la 2e fois c'est par l'oubli. Donc il faut travailler contre l'oubli aujourd'hui. Du coup, pour vous répondre, est-ce qu'on pourrait amener nos élèves au musée de la Résistance, voir la prochaine exposition sur les étrangers dans la Résistance, étant donné que nous en avons quand même énormément d'enfants, et je pense qu'ils seraient ravis. Il n'y a aucun problème, il suffit de prendre rendez-vous avec les archivistes pour faire la visite. Et le musée est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le lundi. C'est-à-dire qu'il est ouvert le week-end. Et en plus, nous avons une salle pédagogique dans laquelle nous accueillons les élèves avec leurs enseignants, qui est mise à leur disposition toute la journée, s'ils le veulent. Ils peuvent aller dans la salle pédagogique, voir un bout du musée, ensuite en discuter avec leurs élèves, retourner ensuite au musée, et surtout y manger. Voilà. Donc on met tout en œuvre pour accueillir le maximum d'élèves. L'année dernière, on a accueilli, en 2025, on a accueilli environ 10 000 personnes, dont 40% d'élèves. Donc vous voyez, c'est grand ouvert. Jean-Pierre, si je veux rajouter quelque chose. Simplement un détail sur le fait de changer l'ordre chronologique des faits. C'est admis depuis les temps les plus reculés. Pensez au début d'Homère, où il dit « Raconte-moi, Muse, l'histoire de l'homme, etc. » et commence par où tu voudras. Merci. Avant de laisser la parole à Robert pour conclure, je voudrais citer quelques personnes là, qui sont dans la salle, entre autres Serge Mouradian, qui avec son ami Michel Cascachian ont fait apposer des plaques rue du Château, l'un sur le domicile de Missak et Mélanie Manouchian et le deuxième sur le l'immeuble où a habité Olga Banzi. Je suis content de voir Georges parce que il n'y a pas longtemps, nous étions dans un lycée du 14e, dans un collège du 14e avec une professeure. Ah bon, encore pas. Avec une professeure qui a consacré son année au groupe Manouchian, qui a fait travailler ses élèves, et c'est encore, elle vient de faire une petite exposition
pour continuer à la mairie du 14e, je le signale pour les gens qui ne sont pas loin, du 14e. Et puis, donc, Georges en plus a dit sur le film tout ce que je pense. Alors, ça me permet d'abréger, mais je vous félicite encore. Je dirais que simplement, il y a un détail qui m'a frappé et qui n'est pas, qui ne peut apparaître que secondaire, c'est l'ambiance. L'ambiance non pas de la dramatique, quand elle est dramatisée, mais l'ambiance de la rue, les gens qu'on voit dans la rue, tout simplement. Parce que j'ai vu l'affiche rouge, j'avais 7 ans et demi, j'ai vu l'affiche rouge et j'en suis resté marqué pour la vie, parce que c'était très émouvant. C'était au métro Edgar Quinet, vous savez, en face sur le boulevard. Et l'enfant que j'étais était frappé parce que, et puis il a été, parce que il y avait un grand silence. Ça m'a impressionné beaucoup, le silence total. Il n'y avait pas un commentaire évidemment, parce que peut-être qu'il y avait la crainte d'éventuels policiers, comme il y en avait, on savait, les gens avaient peur peut-être de parler, mais ça ressemblait aussi à un respect, la minute de silence dont on parle le temps, qu'on emploie quelquefois, c'était un respect d'honneur. Voilà, pour moi. Merci. Merci Serge. Je voudrais aussi signaler la présence de monsieur de Lusignan, qui est le descendant du dernier roi d'Arménie. Et à chaque occasion, d'ailleurs, il marque sa présence. Oui, effectivement, je suis aussi le président de la Fédération des combattants et résistants franco-arméniens, dont M. Mouradian, d'ailleurs, fait partie, si je me souviens bien. Nous avons un devoir de mémoire. Nous ravivons la flamme tous les 24 avril, à l'Arc de Triomphe. Nous avons aussi demain une grande manifestation au Mont-Valérien pour les 25 fusillés, qui se retrouvera effectivement, c'est demain à 15h au Mont-Valérien. Nous avons un autre effectivement, dans le courant du mois de novembre, le 29 novembre, dimanche 29 novembre. Nous allons faire un concert, nous avons déjà fait une messe en l'honneur de Léon V de Lusignan, qui est enterré à la basilique des Saint-Denis avec le roi de France. Et nous faisons un concert le dimanche 29 novembre, le jour de son décès. Il y aura effectivement aussi les 3 évêques, l'évêque de Saint-Denis, l'évêque apostolique et l'évêque catholique arménien qui seront présents, avec en même temps le pasteur qui sera présent d'arménien. Nous ferons ce concert, ce sera un concert franco-arménien avec des chorales arméniennes et françaises, et nous ferons une cérémonie sur le cénotaphe après ce concert à Saint-Denis sur le cénotaphe de Léon V de Lusignan. Voilà. Nous avons en préparation d'autres choses très importantes aussi, mais là je ne peux pas vous en parler, c'est encore un peu tôt. Merci beaucoup pour ces infos. Je voudrais juste rappeler qu'en dehors de ce qui va se passer au Mont-Valérien demain, il y a également au Panthéon une cérémonie organisée par la NACRA, qui est aussi organisatrice de cette soirée. À Marseille aussi, hein, mais vous. Comment? Oui. Et le grade de manifestation à Marseille aussi. Oui, à Marseille aussi, mais je vous le dis. avec le mouvement Missak Manouchian. Voilà. Et il y a également à Montreuil, demain matin, à 11h. Comment? Dans le 14e, au domicile des Manouchians, il y a une cérémonie commémorative aussi. Bravo. Voilà, et juste 2 petites annonces encore, alors là ça n'a rien à voir avec la soirée, mais il y a un très beau recueil de contes, c'est un conte, un petit livre de contes, qui a été écrit par Seda Azadikia, qui s'adresse aux enfants, aux jeunes. Alors si vous souhaitez l'avoir, vous vous adressez à Naïd Chamikia, qui en a fait l'illustration. Et personnellement, j'ai été très étonné par son talent. Cher Robert, voilà, tu as la parole. Je crois que
Donc je reviens sur ce que vous me demandiez tout à l'heure. En fait, je crois que dans une manière en fait, de se battre aujourd'hui pour défendre ces idées-là, il faut absolument en montrer des réussites en fait. C'est-à-dire que je crois que pour être efficace, je pense qu'il ne faut pas non plus être que dans du constat de ce qui ne va pas, de ce qui se passe mal, de tout ce qu'on déplore, de tout ce que l'on critique en France aujourd'hui. Il faut montrer aussi tous les exemples en fait, de luttes qui aboutissent, de collectifs qui réussissent en fait. Et il y en a, bien entendu. Donc de coopératives qui marchent, d'endroits où du collectif, de la solidarité fonctionne en fait. Bon. Et en général, c'est vrai qu'on a quand même tous tendance, je dis tous, évidemment, c'est vrai de la presse en général, et c'est même vrai en fait de beaucoup de cinéastes ou d'auteurs, etc., de ne parler que du malheur en fait, c'est-à-dire que de ce qui ne va pas, voilà. Comme si c'était plus spectaculaire. Voilà. C'est vrai que c'est une difficulté formelle, je parle donc comme cinéaste, que de montrer des choses qui vont bien en fait. Et quand on montre des choses qui vont bien, souvent en plus on se fait traiter de naïf, de candide, bon, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une injure, hein. Je veux dire, on peut être une qualité d'être naïf, en fait, pour certains philosophes, c'est même l'essentiel. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on fasse tous attention à ne pas être toujours dans la complète, dans le malheur, mais de montrer les choses qui marchent autour de nous. On a tous des exemples, j'allais presque dire, pour reprendre la phrase de Manouchian, je parlais tout à l'heure, qui m'avait fondé, on pourrait dire, de toujours pas essayer de montrer des justes, par exemple, ce qu'on appelle des justes. C'est-à-dire des gens qui, a priori, défendent effectivement quelque chose dont ils sont, par leur origine religieuse, identité, par leur origine idéologique, ils pourraient être à l'opposé de ça, et ils défendent cette cause-là, parce qu'effectivement, cette cause-là leur semble juste. Donc vous avez ce qu'on appelle les justes de l'humanité, mais les justes en général. On peut être juste avec son voisin. Moi j'ai fait des films, Le Neige du Kilimanjaro, c'est des gens, c'est un couple de gens qui sont juste avec les enfants, les frères et sœurs de leur agresseur, par exemple. Parce qu'ils s'aperçoivent, je ne sais pas, vous avez peut-être vu le film, hein, mais bon, voilà, c'était des justes en fait. Hein, c'est ce que j'appelle des justes, de manière très générale, je prends ce mot. Donc je crois qu'il faut que ça s'appelle un des moyens, en tout cas, pour être efficace, pour essayer de refaire corps, comme je disais tout à l'heure, de ressouder tout ça, c'est de montrer les exemples qui gagnent, en fait, voilà, pour utiliser un mot que je n'aime pas plus que ça, qui est très, j'allais dire, de l'ordre du capitalisme. Et voilà, soyons un peu vainqueurs du côté de la victoire, gagnants, et voilà. Voilà. Quelle conclusion? Merci à vous tous de votre présence, merci à nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui.